Est-ce qu'on peut avoir l'image numéro 1, s'il vous plaît? Alors, la mémoire protestante de la Saint-Barthélemy en France, je voudrais résumer tout de suite mon propos. Elle est presque absente pendant le XVIe et le XVIIe siècle, on va le voir. Et à partir du XVIIIe siècle, elle devient l'affaire de la collectivité nationale tout entière, et elle n'est plus l'affaire des protestants. C'est une question d'actualité, car jusqu'au XIXe siècle, on a érigé un monument à Coligny, l'Oratoire du Louvre, rue de Rivoli, pour ne pas commémorer la Saint-Barthélemy. Et c'est tout récemment que la ville de Paris, en 2015, a installé une plaque commémorative à toutes les victimes de la Saint-Barthélemy sur le square du Vert-Galant, en dessous du Pont-Neuf, et en septembre dernier a inauguré un jardin mémorial de la Saint-Barthélemy devant le Louvre, là d'où est parti le massacre. D'autant plus intéressant que vous avez à droite un monument à la mémoire des enfants juifs déportés et assassinés, et à gauche, maintenant, le jardin mémorial de la Saint-Barthélemy. Alors cette affaire est un épisode problématique, en fait, de l'histoire nationale. Au XVIe siècle, le capitaine catholique des guerres de religion, Blaise de Montluc, écrit dans ses mémoires, je cite, « Ceux qui viendront après nous en parleront mieux à propos et sans crainte, car les écrivains d'aujourd'hui n'osent écrire qu'à demi. De moi, pour moi, j'aime mieux me taire. » Sous la plume de Montluc, c'est un signe de réprobation face au massacre, comme ça l'est sans doute également chez Montaigne, dont les essais ne parlent jamais de la Saint-Barthélemy, alors qu'il y en a eu une terrible à Bordeaux, et alors que les essais ne cessent de dénoncer les cruautés de son temps. En réalité, ce massacre a donné lieu à des interprétations diverses au cours des siècles, chargées d'enjeux idéologiques qui se renouvellent selon les périodes successives de notre histoire nationale. Les plaques de la Saint-Barthélemy de 2015 et de 2022 doivent être comprises aujourd'hui dans le contexte des attentats qui ont ensanglanté la France depuis 10 ans et des problèmes religieux qui se posent de nouveau à la France aujourd'hui. On a ainsi conféré une signification extratemporelle et une valeur de symbole, pour ne pas dire de mythe, à cet événement. Les époques successives y trouvent en effet le reflet de leurs préoccupations. Alors, l'événement d'abord. Les historiens modernes repèrent quatre étapes dans le déroulement du drame. Le 22 août 1572 a lieu une tentative d'assassinat contre l'amiral de Coligny, Gaspard de Coligny, qui était alors le chef du parti protestant dans le cadre des guerres civiles et le principal conseiller du roi Charles IX. Il est aujourd'hui prouvé que c'est la famille des Guises qui a organisé cet attentat raté dans le cadre des guerres de religion, qui avait suspendu la paix de Saint-Germain 2 ans auparavant, août 1570, et une paix que venait de sanctionner à Paris, le 18 août, le mariage d'Henri de Navarre, protestant, et de Marguerite de Valois, la sœur du roi, Charles IX, et catholique. En fait, la paix était mal assurée. L'atmosphère était empoisonnée par la méfiance. La ville de Paris, très catholique, acquise aux Guises, était en état de quasi-sédition contre ce mariage. Et il y avait entre les Guises et les Coligny, une haine inexpiable. Deuxièmement, dans la nuit du 23 au dimanche 24 août, a lieu le début du massacre qui commence par l'assassinat de Coligny, qui avait raté 2 jours avant. Cette fois, à l'initiative de la monarchie,
Catherine de Médicis et Charles IX. Selon une décision prise pendant la nuit lors d'une réunion du Conseil royal. Le coup visait au départ uniquement les chefs protestants, chefs militaires, rassemblés à Paris pour le mariage et désignés sur une liste de proscription. Dans la foulée, on assiste, et c'est le troisième point, à une extension immédiate du massacre, sans doute non programmée par les monarques, mais préparée de longue main par des catholiques intransigeants dans la capitale, massacre que le pouvoir royal a essayé d'arrêter sans y arriver. On frappe durant toute la semaine qui suit l'ensemble des habitants ou des résidents protestants de Paris. On estime aujourd'hui le nombre des victimes entre 2 et 3 000, 1% de la population. Aujourd'hui, ça ferait à peu près 21 000 morts. Enfin, dernier point, dans les jours et les semaines qui suivent, jusqu'en octobre, le massacre se propage en province, dans certaines villes, mais pas dans toutes. Cela a dépendu des autorités locales catholiques. Sous des formes diverses, massacre général ou massacre sélectif. On estime aujourd'hui le nombre des massacrés de quelques milliers à quelques dizaines de milliers. Alors, pour comprendre la vision huguenote du drame à l'époque, il convient de rappeler les scénarios explicatifs qui ont été donnés de cet événement dès l'époque. Quelques faits surgissent des témoignages contemporains et des archives, mais ces faits sont difficiles à combiner entre eux de manière à obtenir un scénario clair, complet et satisfaisant. C'est pourquoi la Saint-Barthélemy continue encore aujourd'hui de faire l'objet de recherches historiques, alors que presque tous les faits eux-mêmes sont connus depuis le XIXe siècle et souvent depuis le XVIe siècle. C'est parce qu'il y a une zone d'incertitude que l'événement reste passionnant et d'actualité. À cause de sa monstruosité, mais aussi en raison d'une certaine opacité. Ce qui polarise l'attention, ce sont notamment les raisons d'agir des acteurs et en fait la recherche des responsabilités respectives des uns et des autres. Dès les jours qui suivirent, des explications furent mises en place, suivant des scénarios très différents que voici. Premier, il y aurait eu un complot protestant contre la monarchie, accentué juste après l'attentat contre Coligny dans la nuit qui a suivi. C'est la thèse affichée par le roi devant le Parlement de Paris pour justifier le massacre des chefs protestants à partir du 24. Ce serait le châtiment de coupables révoltés. La thèse est invraisemblable. Mais il est vrai que Coligny et les chefs huguenots, Coligny après qu'il a réchappé à la première tentative, et puis les chefs huguenots dans la journée qui ont suivi, ont été véhéments devant le roi dans l'expression de leur crainte face aux menaces des Guises et dans leur exigence du châtiment des coupables. Et là, ils ont été maladroits. Deuxième thèse, un complot ancien de la monarchie française. C'est la thèse protestante, parfois une thèse catholique, au XVIe, au XVIIe et encore au XVIIIe siècle. Les Huguenots auraient été attirés à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre et de la princesse, en vue de les éliminer facilement grâce à leur concentration dans la capitale. Puis le massacre aurait dégénéré en se généralisant. C'est une thèse invraisemblable, car la Saint-Barthélemy, en fait, a torpillé la diplomatie européenne de la monarchie qui visait à faire une alliance avec Élisabeth d'Angleterre, avec l'Angleterre, et avec les princes protestants allemands. Donc c'est pas possible. Quant à la décision du massacre, elle présente des traits d'improvisation, donc il n'y a pas de complot ancien. Troisième thèse, complot improvisé de la monarchie selon une logique de l'engrenage. L'assassinat de Coligny ayant raté, puis les Huguenots exigeant justice, on craignait
une réaction défensive de ces chefs militaires huguenots qui auraient quitté Paris pour regrouper leurs forces en province et donc déclencher une nouvelle guerre de religion. Pour prévenir cette guerre, il était plus simple et plus efficace d'éliminer les chefs protestants immédiatement et ensuite tout aurait dérapé. Enfin, complot des Guises eux-mêmes en une étape, ça c'est sûr pour la tentative d'assassinat de Coligny, et même en deux étapes, c'est-à-dire que la Saint-Barthélemy serait un coup d'État des Guises contre la monarchie, qui aurait été mise devant le fait accompli. C'est vrai pour le premier moment, pour le second, c'est improbable. Enfin, dernier scénario, complot de l'Espagne et de la papauté, dont les Guises et les monarques seraient complices et acteurs. C'est une thèse invraisemblable, elle est très souvent représentée par les protestants, traumatisés par ce qui s'était passé, et qui deviennent un peu paranoïaques. Dans ces divers scénarios, on ne tient pas assez compte, aux yeux des historiens actuels, du fait que le massacre général a eu comme acteur essentiel la population catholique de Paris et de province, chauffée à blanc par des prédicateurs contre les protestants depuis des mois, voire depuis des années. Population qui était encadrée à Paris par la milice urbaine armée et qui était en situation de quasi-émeute contre le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite. Or, ce rôle de la population peut être combiné avec une théorie du complot, mais il n'y est pas réductible. Il semble bien, en effet, que la population parisienne est échappée au contrôle de l'autorité royale, peut-être même à celui des Guises. La dimension irrationnelle du crime, volontiers mise traditionnellement sur le compte de la prétendue populace, aussi bien par les catholiques que par les protestants. Cette dimension irrationnelle est aujourd'hui réévaluée par les historiens, informés de la dimension déchaînée et festive de certains génocides contemporains. Je pense au Rwanda. Sensible au fait que ce massacre collectif, à Paris, se confond avec un acte de rituel de purification de la cité, souillée et menacée dans son identité par la présence des hérétiques. L'explication par le fanatisme ou par l'intolérance, telle qu'elle s'imposera au XVIIIe siècle, ne permet pas de rendre compte de cet aspect. Encore moins l'explication favorite des protestants, mais aussi de pas mal d'auteurs catholiques qui ont fait valoir, au cours des siècles, l'influence prétendue des idées de Machiavel, un Florentin, comme Catherine de Médicis. Idée qui aurait permis au roi, selon la thèse du complot royal, de ne plus assumer son rôle essentiel, celui de garant de la justice, de père de ses sujets, et ainsi de procéder à une sorte de coup d'État qui ne relève pas de la morale, qui lui est étranger, mais qui vise une pure efficacité politique, éliminer les chefs. Alors, quelle fut la vision protestante des choses au XVIe et au XVIIe siècle? Nous avons beaucoup de témoignages personnels et dispersés des survivants. Vous avez le tableau, là? Vous voyez le tableau? Ah, voilà. C'est la seule représentation imagée, française et contemporaine de la Saint-Barthélemy, peinte par un peintre huguenot qui était actif à la cour de Paris, dont on a perdu l'ensemble de l'œuvre, dont il ne subsiste que ce tableau qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Lausanne. Les monuments sont réels, mais ils sont réarrangés dans un espace parisien fictif. Je le commenterai tout à l'heure. Alors, quelques exemples de témoignages. Le juriste François Othman, rescapé de la Saint-Barthélemy de Bourges, publia, un an après, un récit simple et véritable qui insiste sur les massacres de Paris, Lyon et Toulouse, qui fait alterner considérations morales et politiques et récits de cas particulièrement atroces, de la boucherie, comme il dit. La plupart des témoignages disponibles
à l'époque, ont été rassemblés par Simon Goulard, un Genevois d'origine française, pasteur, poète, théologien, dans une nouvelle édition de l'Histoire des martyrs, qui était ancienne déjà de plus de 10 ans, qui recentait tous les martyrs de la réforme protestante en France. Et donc là, il est très soucieux de donner les noms de toutes les victimes qu'il a retrouvées. Cet historien, dans cet ouvrage, lance un appel à témoins, avec le souci, partagé par les autres historiens protestants, de collecter un maximum de noms des victimes, pas encore recensés. Nous avons affaire à une histoire presque immédiate et à un martyrologe. C'est une série de noms avec chaque fois la description des circonstances de la mort de la personne, homme, femme, enfant, famille. Le point de vue se veut objectif, mais bien sûr il reste partiel et il se veut édifiant. On notera que la Saint-Barthélemy est absente du grand monument mémoriel huguenot qu'est l'histoire des églises réformées au royaume de France de Théodore de Bèze, paru à Genève en 1580. Et pourquoi? Parce que l'ouvrage s'arrête en 1562. En matière d'expression poétique, et là je rappelle que la poésie sert au XVIe siècle énormément pour commémorer tous les événements importants. C'est par la poésie que ça passe normalement. On trouve peu de vers protestants réagissant, très peu, à cette crise, alors qu'abondent les poèmes catholiques célébrant le massacre avec enthousiasme. L'événement trouve toute sa résonance protestante dans l'extraordinaire poème d'Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques, mais qui n'est pas consacré à la seule Saint-Barthélemy, mais à l'ensemble des guerres de religion. Et cette œuvre ne sera diffusée et lue qu'au XIXe siècle. Elle a été détruite lors de son impression à Paris en place de Grève. Et les protestants l'ignorent jusqu'au XIXe siècle. Dans un poème d'un chef militaire protestant, Odet de Lanoux, on entend une tonalité pénitentielle et non vengeresse. C'est-à-dire, un malheur s'est abattu sur nous, il faut nous convertir davantage. C'est un point de vue protestant sur l'affaire. Cela correspond à la présentation qui se veut détachée que donne le grand historien protestant Lancelot Voisin de la Poplinière dans son Histoire de France depuis 1550 jusqu'à 7 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1581. Cet historien dénonce sur un ton moralisateur l'aveuglement des chefs militaires protestants rassemblés à Paris. Ils étaient mus par l'ambition sociale et politique. Ils retrouvaient la cour. Ils allaient faire de belles carrières dans le cadre de la paix. Ils ont été complètement aveugles alors que les signes annonciateurs du drame se multipliaient dans la ville. Ils ont été victimes d'eux-mêmes et de leur goût du plaisir et des fêtes du mariage avant de périr sous le coup des assassins. Cette vision intolérable pour les huguenots de l'époque explique que cette grande œuvre historique fut condamnée par le synode national de La Rochelle, 1581, la même année. C'est surtout sur le plan politique, en fait, et intellectuel, que la Saint-Barthélemy a été productive chez les protestants, à part Agrippa d'Aubigné. Dans une série de traités anonymes, fondateurs de la pensée politique moderne, de la part d'auteurs qu'on appelle improprement monarchomaques, c'est-à-dire adversaires de la monarchie. Ils ne sont pas du tout adversaires de la monarchie. En fait, ils élaborent une théorie historique, juridique et surtout politique de la monarchie contractuelle, on dirait aujourd'hui presque constitutionnelle. Il s'agit, face à la décision tyrannique et monstrueuse qui a déclenché la Saint-Barthélemy, d'installer une théorie qui définit les droits et les devoirs respectifs et réciproques des rois et des sujets, empêchant donc les rois de devenir massacreurs de leurs sujets. De distinguer clairement monarchie et tyrannie, de promouvoir les valeurs du conseil de plusieurs, de la loi, de la raison, et enfin de fonder une théorie de la résistance à la tyrannie par le moyen de personnes habilitées à exercer ce droit.
Pour eux, c'était les États, ce qu'ils appellent les États. Alors, je passe sur les auteurs de ces traités qui ont vraiment fondé la pensée politique moderne. Ils sont tous huguenots et protestants, et français. La Saint-Barthélemy, en fait, a ébranlé la mystique traditionnelle de la monarchie française comme puissance de justice, c'est la grande idée médiévale. Elle a favorisé aussi, en France, après coup et pas avant, la diffusion de la pensée de Machiavel, interprétée alors comme inspiratrice machiavélique du massacre. Dans la mesure où c'est un protestant, encore un juriste, etc., un penseur politique, innocent, gentillet, qui le premier a fait connaître la pensée de Machiavel aux Français, en latin et en français, dans ses discours sur les moyens de bien gouverner, qui est une démolition de la pensée de Machiavel, et dans laquelle il voit la source de la Saint-Barthélemy. En somme, je résume maintenant pour la période ancienne, les protestants contemporains de la Saint-Barthélemy n'ont pas laissé d'œuvres mémorables et originales qui construisent une mémoire particulière de l'événement. Leur effort a surtout porté sur les compléments à apporter au martyrologe réformé, il y avait de quoi, et d'autre part sur une redéfinition juridique et politique de la monarchie. Et ça, c'est très important pour la suite de l'Occident. Il ne s'agit pas d'un silence, mais sans doute de l'impossibilité de trouver sur le plan littéraire et surtout poétique, à part Aubigné, une manière singulière, appropriée au caractère unique de ce qui s'était passé et qui donna forme à ce qui fut plus qu'un événement. Et maintenant, je voudrais un peu revenir sur cet événement, car à mon avis, les historiens, même actuels, n'insistent pas assez sur deux points. Bien sûr, il y a eu les innombrables morts, mais comment rendre compte de toutes les victimes, car il n'y a pas que les morts parmi les victimes. Il y eut aussi les survivants, dépouillés de tout, car la Saint-Barthélemy, c'est une immense opération d'expropriation économique et financière. C'est un immense transfert de la richesse nationale dont les Huguenots ont été dépouillés. Ces victimes, chassées de chez eux, condamnées à se cacher, les survivants à errer, victimes de la faim, parfois ils mouraient dans les forêts autour des villes dont ils étaient originaires, en exil dans leur propre pays, et qui ne purent pas revenir chez eux, car ça aurait été trop dangereux. Plusieurs dizaines de milliers à ajouter aux premières victimes. Et puis, il y a encore une autre catégorie de victimes. Toutes les personnes qui ont été poussées ou forcées à la conversion, innombrables, et souvent d'ailleurs encore massacrées malgré tout après cela. Comment ont-ils vécu les survivants ensuite? Beaucoup, on peut le penser, dans la honte, le remords et l'angoisse, jusqu'à la fin de leur vie. Un détail, l'appellation de Saint-Barthélemy est une appellation catholique. C'est celle de la fête du saint honoré le premier jour du massacre. Les publications catholiques très nombreuses de l'époque, qui fêtent de manière festive et enthousiaste l'événement, parlent d'un jour heureux de libération. Le patronage du saint apôtre Barthélemy, qui était le patron des bouchers, a sans doute inspiré non seulement les massacreurs, mais par contre-coup le langage des historiens protestants qui multiplient dans leurs écrits le terme de boucherie. Othman, par exemple, rappelle même qu'à Lyon, un charcutier a eu l'idée de récupérer la graisse des cadavres pour produire, de manière artisanale, mais assez massive, beaucoup de produits à vendre. Préfiguration de la froide industrie de la Shoah. Les protestants, eux, ont essayé de nommer autrement l'événement. Ils parlent de manière biblique de jour ou de journée, dans des formules telles que la journée de la trahison. Mais aucune de leurs tentatives dans ce sens ne s'est imposée, car ce n'est pas leur point de vue qui a été le plus diffusé. L'édit de Beaulieu, en 1576, qui met fin à la guerre civile suivante, à la guerre de religion suivante, interdit aux catholiques de célébrer la journée de Saint-Barthélemy,
en désignant ainsi une véritable fête qui avait lieu entre le massacre et 1576. Une autre raison explique cette relative lacune de la représentation protestante au XVIe siècle. Je cite l'édit de Beaulieu, qui met fin en 1573, c'est la guerre civile suivante, 76 c'est encore la suivante, 73 donc, qui interdit que la mémoire de toute chose passée, depuis le 24e jour d'août dernier passé, qu'elle soit éteinte et assoupie, comme de choses non advenues. Et il ne sera loisible ni permis d'en faire mention, procès ou poursuite, en aucune cour ou juridiction. Alors, je rappelle que ça vise à enterrer les choses, tout simplement parce que la Saint-Barthélemy, c'est un immense processus de transfert économique et qu'on ne pouvait plus revenir là-dessus. Interdiction de publier des imprimés à ce sujet et d'en parler. Cela fut repris, vous le savez, dans l'édit de Nantes, comme à la fin de chaque guerre de religion, c'est ce qu'on appelle l'amnistie, interdiction d'en parler. Ça permettait de vivre en paix, mais ça a assuré aussi les nouvelles possessions ayant suivi les expropriations. Au XVIIe siècle, les réformés vivent sous le régime de l'édit de Nantes. Leur existence n'est garantie que par lui et en fonction de la bonne volonté du souverain en place. Or, ces huguenots, au XVIIe siècle, étaient accusés ou soupçonnés de tendances républicaines, lesquelles auraient été conformes à leur organisation presbytéro-synodale. Et d'autre part, accusés ou soupçonnés d'intelligence avec des puissances étrangères, Angleterre et Pays-Bas. Dans ce contexte, les huguenots sont sur la défensive. Ils sont obligés à une oubliance discrète sur le passé des guerres de religion, y compris le massacre. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 exposa les réformés à une persécution violente et cette fois-ci durable. Cela a changé entièrement la donne. Pierre Bayle, le philosophe protestant exilé aux Pays-Bas, premier auteur moderne qui ait élaboré une doctrine positive de la tolérance, comme valeur positive, estime alors, dans ses divers écrits, que les dragonnades contre les réformés français sont pires, écrit-il, que la Saint-Barthélemy. Et il attribue au catholicisme lui-même le principe de l'intolérance, ce qui était en fait discuté, ce n'était pas évident du tout. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, cette conception, installée par Pierre Bayle, est exploitée par des écrivains non huguenots et va faire de la Saint-Barthélemy le symbole d'une persécution odieuse et continue, et plus encore, c'est beaucoup plus important, du fanatisme en général, quelle que soit son origine. Si on peut avoir la deuxième image, un tableau extraordinaire. Alors la Saint-Barthélemy devient au XVIIIe siècle un moment du grand récit national, grâce à deux poètes, Voltaire et André Chénier. Voltaire, dans son poème épique La Henriade, 1728, fait raconter le massacre, c'est une fiction, par Henri de Navarre à la reine d'Angleterre. C'est un grand moment poétique de violence et de pathétique. Pour Voltaire, il s'agit de stigmatiser la source religieuse de la violence, ce qui avait été complètement effacé par les auteurs catholiques depuis le XVIe siècle. Henri de Navarre, fondateur de la dynastie des Bourbons, ancêtre de Louis XV, en 1728, on est sous Louis XV, y apparaît comme une figure morale, dégagée de tout fanatisme, alors qu'il était protestant, mais il incarne la figure du futur roi idéal. Et dans le poème, il dit « Je ne décide point entre Genève et Rome ». Il se veut impartial et dénonce le faux zèle. Je cite un passage de sa description auprès de la reine du massacre. « Et des fleuves français, les eaux ensanglantées, ne portaient que des morts aux mers épouvantées. Cependant que des monstres furieux de carnage altéré, excités par la voix des prêtres sanguinaires, invoquaient le Seigneur
en égorgeant leurs frères. Voilà, c'est Voltaire. Et Voltaire de dénoncer une fausse conception des rapports entre la religion et la politique. Le succès de l'œuvre fut immense jusqu'au XIXe siècle. Signe qui ne trompe pas, c'est le tableau que vous voyez. En 1786, 60 ans après la pièce de Voltaire, à la veille de l'édit de 1787, qui accorde aux Huguenots les droits civils, mais non la liberté de culte, Louis XVI commande à un peintre prestigieux, Suvet, rival de David à l'époque, pour les collections royales, une toile de grand format représentant Coligny face à ses assassins, vous la voyez. Cette toile inspirera un siècle plus tard, image 3 s'il vous plaît, le monument à Coligny, érigé en 1889 pour le centenaire de la Révolution française, au chevet de l'oratoire du Louvre. Mais vous le voyez, en 1786, Louis XVI, et en 1889, les protestants de Paris honorent Coligny et pas les victimes de la Saint-Barthélemy. C'était impossible, même en 1889. Chénier, un mot sur Chénier. Sa tragédie historique, intitulée Charles IX, date de juste avant la Révolution. Elle met le récit du massacre dans la bouche du chancelier Michel de l'Hôpital. Cette pièce a eu un succès prodigieux jusqu'au début du XIXe siècle. Henri de Navarre n'y est plus le roi idéal, comme chez Voltaire. Le grand homme de la pièce, c'est Coligny. Dans la deuxième version de sa pièce, Chénier, avant lui-même de périr, vous le savez, guillotiné, fait porter la tête de Coligny au bout d'un fer sanglant, écho sinistre des scènes de guillotine de l'époque. Ainsi, les grands crimes de l'histoire nationale commencent à se superposer. C'est l'idéologie des Lumières, en faveur de la tolérance contre le fanatisme, et qui met en valeur le rôle des grands hommes dans l'histoire, Coligny, et qui va inspirer tout au long du XIXe siècle les historiens et les politiques. Alors, dans le nouveau contexte après la Révolution, donc au XIXe siècle, les écrivains et les politiques libéraux, c'est-à-dire qui assument l'héritage de la Révolution, au moins celle de 1789, font de la Saint-Barthélemy un drapeau contre l'intolérance, dans la lignée de Voltaire. Parmi eux, il y a les protestants. Mais les protestants n'ont aucune originalité dans ce contexte. Ce n'est plus l'affaire d'une mémoire huguenote. C'est un problème national et même mondial, qui est traité à travers la Saint-Barthélemy. Face à des représentants d'une pensée conservatrice ou réactionnaire, c'est des tendances assez diverses, selon on est conservateur ou réactionnaire, mais tous catholiques qui, eux, ont tendance à soit insister sur la dimension purement politique du massacre, pour dédouaner la religion catholique, soit, chez les plus extrémistes, des très grands penseurs, de Bonald, de Maistre, etc., disant que finalement, dans l'histoire, ceux qui sont du mauvais côté, ils sont victimes d'une providence divine qui est supérieure à tout sentiment d'humanité. Bon, ça. Alors, les Huguenots ont adhéré à la vision libérale qui les intégrait à la mémoire commune de l'ensemble de la nation. Et ils ont pu ainsi réassumer, dans cette nouvelle perspective, leur propre souvenir de la Saint-Barthélemy comme un des événements fondateurs de leur identité, d'autant plus que la révocation de l'édit de Nantes et ses terribles conséquences avaient effectivement réactivé la mémoire de l'ancien traumatisme. Mais dans ce nouveau cadre, les protestants français au XIXe siècle ne pouvaient plus que contribuer à des débats historiques ou politiques qui dépassent les limites de leur confession, et dans la mesure où plus personne ne conteste le caractère monstrueux de ce qui s'est passé. Cette mémoire, aujourd'hui, est renouvelée par les travaux historiques actuels, je l'ai dit, dans une perspective sociale et anthropologique, qui conduit à dégager de nouvelles significations de l'événement qu'on avait mal perçu ou pas du tout perçu jusqu'à présent.
dans cette perspective, les massacres modernes, notamment les génocides du XXe siècle, éclairent celui de la Saint-Barthélemy et réciproquement. Le tableau 1, l'image 1, s'il vous plaît. Nous savons maintenant beaucoup de choses, beaucoup mieux sur la Saint-Barthélemy qu'on ne le savait au XIXe siècle. Par exemple, que les victimes parisiennes, mais pas seulement parisiennes, aussi à Lyon, ont été systématiquement dénudées et mutilés avant d'être jetés dans la Seine. Les corps étaient dépecés. Vous voyez, au fond, vous voyez la reine Catherine de Médicis qui sort, elle a devant elle un tas de cadavres qui sont nus. Et si vous voyez le massacre de Coligny, la première victime, on le voit jeté par la fenêtre, puis en bas, son corps est dans la rue, et là il est émasculé et décapité. En fait, son corps a été dépecé. Tout ça, ce n'est pas de la sauvagerie, ce sont des actes rituels de purification, qu'on ne peut comprendre que dans une perspective anthropologique moderne. Et c'est ce qui est arrivé à la plupart des victimes de la Saint-Barthélemy. Donc, nous reconnaissons des traits communs à ce massacre et à des massacres d'autres époques, en particulier modernes. Que je résume, la déshumanisation des victimes. Aujourd'hui, nous l'apercevons très bien, qui a horrifié même beaucoup de catholiques au XVIe siècle ou après. La préparation de longue main. Nous savons aujourd'hui que les victimes parisiennes de la Saint-Barthélemy étaient quasiment fichées et repérées depuis une dizaine d'années. On avait leurs adresses et leurs noms, comme dit M. Mélenchon. Et aussi une part d'improvisation et de surprise. Préparation de longue main, mais l'événement a quelque chose d'irréductible à la préparation, et il a échappé en grande partie à la monarchie. Enfin, et c'est la leçon morale de cette considération historique et anthropologique, on peut dire que dans les massacres contemporains, comme pour la Saint-Barthélemy, les bourreaux comme les victimes témoignent, les uns et les autres, chacun à sa façon, de ce qui est inhumain et de ce qui est humain. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, on s'était dit qu'on pouvait garder un tout petit peu de temps pour des questions. S'il y a des questions, je vais chercher le micro. Propagation du massacre de Paris en province. Quel a été le mécanisme de cette propagation? Parce qu'à Paris, vous dites, au fond, tous les protestants étaient fichés, mais en province, comment s'est fait cette propagation du massacre vers la province? Alors, juste après le massacre, le roi Charles IX envoie en province des messages contradictoires. Les uns disent « les protestants ont fait un complot et je les punis ». Alors, dire ça, ça veut dire aux autorités locales, à Toulouse, à Rouen, à Bordeaux, etc., ça veut dire « allez-y, massacrez ». Mais en même temps, il envoie d'autres messages, pas toujours aux mêmes personnes, en disant « il y a un massacre à Paris, il est justifié, mais on arrête les frais, arrêtons le massacre ». Ce sont des messages contradictoires. Et les messages contradictoires permettent aux autorités locales de faire ce qu'elles veulent. Et sur place, il y avait aussi ce que j'appelle le fichage. Ce n'est pas un fichage au sens matériel, mais on avait repéré dans toutes les villes qui étaient huguenots et qui ne l'étaient pas, depuis de nombreuses années. Et donc tout était prêt, tout était en place. Enfin, en province, comme à Paris d'ailleurs, on assiste à beaucoup de règlements de compte. Des gens qui étaient en procès pour autre chose, pour une affaire juridique, commerciale, financière, etc., c'est l'occasion idéale de se débarrasser du rival. Alors ça, c'est beaucoup en province, on le voit. On voit telle personne massacre telle personne, et si aujourd'hui on va chercher dans les archives, on voit que depuis 5 ans, ils étaient en procès devant un tribunal pour une affaire de commerce de laine. Vous voyez? Donc beaucoup de règlements de comptes locaux, un déchaînement possible, rendu possible par des ordres contradictoires. Et là où l'autorité locale a cherché au contraire
à empêcher le massacre, c'est-à-dire à maintenir l'union, comme on disait, l'union. On pouvait s'appuyer sur un ordre royal disant « il y a un massacre, on arrête ». On pouvait utiliser un des deux documents. Voilà. Alors, c'est un gros problème. Hein. Pourquoi les monarques ont envoyé des messages contradictoires en province? La question n'est pas résolue aujourd'hui par les historiens. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? La réaction du roi d'Espagne qui était très heureux de Saint-Barthélemy. Dans les autres pays d'Europe, comment a été perçue la Saint-Barthélemy et notamment les discussions qui étaient en cours entre les princes protestants et Charles IX, comment ça s'est terminé tout ça? Alors, la monarchie était coincée, puisqu'elle cherchait l'alliance de pays protestants contre l'Espagne. Donc, ce qu'elle va dire, c'est il y a eu un complot de Coligny. Nous ne voulons pas tuer tous les protestants, mais nous avons liquidé des coupables, les crimes de lèse-majesté. C'est à ça qu'a servi ce scénario. C'était pour sauver la politique étrangère. Alors, avec les princes protestants, ça n'a pas marché, parce qu'il s'est mis en place immédiatement une propagande anti-romaine et anti-catholique au sujet de la Saint-Barthélemy dans les pays protestants. Dans les Pays-Bas révoltés contre l'Espagne, au nord de la France, et dans le Saint-Empire romain germanique. Dans les pays catholiques, c'est la grande fête. Pas seulement en Espagne, à Rome aussi, on a un feu d'artifice. On a tiré un feu d'artifice et on a fait beaucoup d'inscriptions qu'on ne voit plus depuis. Mais des inscriptions ont été posées dans les rues pour fêter la libération de la France. Donc, et après, les guerres de religion reprennent. Et donc là, de nouveau, les réformés reçoivent l'appui des pays protestants et on s'achemine en fait vers les dernières guerres de religion, les guerres de la Ligue, à partir de 1585-89. Et là, ça sera vraiment une affaire très internationale, puisque l'Espagne va intervenir directement dans les affaires françaises. Oui, oui. Donc, en fait, c'est dans un vaste, je dirais, un vaste trouble diplomatique de l'époque que la Saint-Barthélemy trouve tout son sens, effectivement. Sans qu'il y ait encore de grandes guerres, à part aux Pays-Bas, où c'est la guerre civile, entre le nord révolté protestant et le sud catholique et espagnol. Mais ailleurs, il n'y a pas encore ce qui sera la guerre de 30 ans au XVIIe siècle. Hein. Il n'y a que la France et les Pays-Bas qui sont concernés par des guerres de religion qui, aux Pays-Bas, sont aussi une guerre nationale, en fait, d'indépendance nationale.